sur mesure. Donc, il y a une commande qui est faite à un artisan menuisier, création d'une bibliothèque sur mesure. Shlomo, donc le menuisier, achète le matériel et commence à travailler sur le projet. Quelques jours plus tard, David change d'avis et décide de faire construire une bibliothèque murale en plâtre dans son salon. Donc lui, il a une logique, il se dit, voilà, je pensais prendre une bibliothèque en bois, et finalement, je prendrai une bibliothèque en plâtre qui va s'incastrer plus naturellement dans le cadre de ma salle à manger, par exemple. Il appelle Shlomo pour annuler la commande. Il dit, attends, bon, finalement, j'avais commandé une bibliothèque en bois, mais je l'annule. S'assurant auparavant que Shlomo n'a pas encore coupé les planches et qu'il peut s'en servir pour un autre client. C'est un mot très important, c'est que les planches sont utilisables, elles ne sont pas déjà découpées, parce que vous savez très bien que si vous avez commandé une bibliothèque sur mesure et que les planches ont été coupées, ben, c'est très peu probable de trouver exactement la même mesure, la même bibliothèque ailleurs. Il y a de fortes chances que ça lui reste sur les bras. Donc là, on parle d'un cas où il n'a pas encore découpé les planches. Donc tout est encore possible. Il a les planches, mais elles ne sont pas découpées. Donc il lui dit, écoute, toi tu ne paies rien, tu vas trouver un autre client, tu pourras utiliser tes planches, tu ne vas rien perdre. Moi, je veux me rétracter. Donc a priori, pourquoi ne pas me rétracter et te dire, voilà, tout simplement, je fais de rien. Toutefois, en se souvenant d'un autre litige avec un employé, réglé par un dayan, Shlomo affirme qu'indépendamment de la perte du matériau, il y a eu un début de contrat avec commencement de travail et que David n'a pas le droit de se rétracter. Shlomo réclame donc à David la totalité de la somme convenue. Alors, le menuisier dit, moi je veux la somme. Je veux toute la somme parce que j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le matériel. J'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai commencé à prendre des mesures, à m'organiser pour que ta bibliothèque soit bien en place. C'est vrai que je n'ai pas coupé les planches, mais j'ai commencé le travail. Et comme j'ai commencé le travail, j'ai passé du temps, effectivement. Moi, je n'ai pas envie de commencer un nouveau projet, etc. J'ai le temps que j'ai investi déjà, la commande, etc. Je n'ai pas envie de jeter ça par la fenêtre. Tu m'as commandé, tu payes la totalité, tu te prends ta bibliothèque et Shalom à Israël. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Lorsqu'il y a un litige financier, on ne va pas au tribunal goy, on va chez un rav, un dayan. Ce n'est pas un rav, c'est un dayan, c'est une formation particulière. Un juge, voilà, qui va donc trancher dans ce litige. Donc je pense que le problématique, je pense qu'on a tous compris, c'est qu'ici, c'est une commande chez un artisan. Ce n'est pas un employé. Ce n'est pas que j'ai un employé. C'est une commande chez un artisan. C'est important ce point-là. Il y a un artisan qui ne va rien perdre, a priori, qui ne va pas perdre si, à part le temps passé, il ne va pas perdre son matériel. Il peut le réutiliser par ailleurs. Ça, c'est les deux points importants. Quelle est la réponse à cette question? Nous, on fait comme ça. On répond à la question tout de suite. Et puis après, on essaye de chercher les sources d'où ça vient, comment on a pu trancher. La réponse, l'employeur ne doit pas interrompre l'employé qui a entamé le travail demandé. Il devra de toutes les façons assurer son salaire. La règle sera différente pour l'artisan. David n'ayant pas causé de perte à l'artisan, il n'est pas tenu de lui payer sa commande. Donc, la halakha, le psak, c'est une différence entre la relation employeur-employé et commande chez un artisan. Un artisan n'est pas mon employé. Un artisan, c'est une commande que je fais chez un artisan qui va me livrer un travail. Ça, c'est un artisan, ce n'est pas un employé. Parce que si c'était un employé, les choses seraient très différentes. Si un employé a commencé à travailler pour un employeur, s'il a commencé le travail, il devra assurer son salaire auquel il s'est engagé. Il dit, je te donnerai 100 € pour ce travail. Il a commencé à travailler, l'employé, il faut lui assurer son salaire. Il faut lui donner les 100 € et on ne peut pas interrompre le contrat au milieu. D'accord? Ça, c'est la halakha, différence entre un artisan chez qui on commande quelque chose et un employé. Ça, c'est la réponse finale. Maintenant, on va passer au développement, c'est-à-dire expliquer d'où cela vient. Et il y a un siman dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, évidemment, c'est toujours le Choshen Mishpat, ça ne peut pas être autre chose. Eh bien, c'est Shin, Lamed, Gimel.
Shinamet Gimel, comme vous savez parfaitement, c'est Ilchot Srirut pour Alim. La loi concernant la location, l'emploi des poalim, des travailleurs. Alors, merci l'arabe. L'énoncé du contexte, il m'a l'air un petit peu trop succinct par rapport à la réalité. Et pourquoi? Parce que là, il y a par exemple le fait que le menuisier a passé du temps déjà peut-être à concevoir la bibliothèque. C'est déjà du temps. Le temps, c'est de l'argent, il faut le payer ce temps-là. Là, voilà. Visiblement, on dit Mais ça. à faire le devis. Oui, et tout ça. Réfléchir à tout ça. Alors, faire le devis avant de couper le les plans. devis, je vous arrête tout de suite parce que le devis, c'est un travail normal qu'on demande à plein d'entreprises sans aucun engagement de notre part. Ça dépend. Des Un fois, devis, du payant, des fois. ça dépend. Voilà. Il y a des devis payants, Oui. mais il y a souvent des devis gratuits. Et même s'il est payant, je paye le devis, ça c'est sûr, une fois que le devis est fait. Mais ce n'est pas parce que j'ai demandé un devis, je commande un devis, que je me suis engagé un temps soit peu à prendre cette entreprise. Parce que sans arrêt, on demande des devis à plusieurs entreprises. Oui, mais ce sont Oui, mais les commandes passées qui, au final, payent la masse globale des devis que font les entreprises. Il a C'est raison. donc Donc, si la commande en question, elle disparaît, du coup, il perd la base même de son travail. Mais ce que je veux dire, Mais c'est si- que le devis, pour moi, ce n'est pas un problème, le devis. Ce n'est pas Si, le Rav. devis qui pose un problème parce que le devis, doit être payé. Effectivement, si le devis il doit être payé, ben, il sera payé. S'il ne doit pas être payé, il ne sera pas payé. Mais ici, il ne s'agit pas de la chose. C'est qu'ici, il a rajouté quelque chose. Ce n'est pas qu'il y a un devis. Il y a un temps passé. Il y a vraiment un travail qui a été fait. C'est qu'il est allé commander, il est allé travailler, il a fait un travail, il a passé du temps pour commander, il a déjà reçu le matériel. Puis après, il a sans doute fait des calculs, commencé à faire une simulation sur le mur en disant voilà, etc. Et il se dit voilà, j'ai passé du temps, j'ai travaillé, j'ai investi du temps. Ce temps-là, je vais le perdre. Bien sûr. Mais là-dessus, il vient dire attention, ce n'est pas un employé, c'est un artisan chez qui je commande. Et c'est ça la finesse de cette halakha. Rav, si je puis me permettre, Oui. il va commencer son travail. Il va commencer son travail, il va élaborer son travail dans la mesure que le devis, il est signé. Si le devis n'est pas signé, il ne peut pas commencer le travail. Alors, Tu es d'accord, Gabriel? Complètement. Non, mais là on le parle fait, qu'il a signé le devis, j'imagine. Ah non, le Rav, il ne parle pas de signer. alors d'abord, il faut savoir qu'on Il dit, est et je m'excuse, Rav, de vous dans le choix interrompre, parce que vous dites plusieurs devis. S'il a pris un devis, il signe un devis, il ne peut pas signer plusieurs devis. La première Non, chose, c'est mais que il je a n'ai annulé une absolument pas commande. parlé de C'est qu'il y avait une devis commande. dans la question. C'est-à-dire que le devis, c'était la question de Gabriel, qui en fait n'est pas du tout dans l'énoncé de la question. C'est qu'on n'a pas parlé du tout de devis. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'à l'époque, je ne sais pas si ça fonctionnait encore aujourd'hui. c'est avec verbal, les J'ai devis. entendu. C'était en général des engagements envers. Donc, je parle à un artisan, je dis voilà, je commande une brûle, il me dit voilà, c'est tant. Et voilà. C'est ça le devis, c'est normal. Oui, même. mais le fait qu'il y ait un devis chez un artisan n'est pas un type d'engagement. C'est-à-dire que c'est un engagement par rapport à un travail. Un travail, c'est-à-dire un résultat. Alors qu'un employé, c'est engager quelqu'un à mon service, c'est que vous achetez non pas le travail, écoutez bien ce point, vous n'achetez pas le travail, vous achetez les heures, les minutes qu'il va passer à votre service. Ces minutes ne lui appartiennent plus, je les loue, ce temps de travail. Ça, c'est la notion de poël. Alors que l'artisan, non, ça n'a aucun rapport avec le temps que tu travailles. Tu travailles 1 minute, tu travailles 5 heures, tu travailles 10 heures, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux commander un résultat. J'ai un résultat, j'ai un artisan, j'ai un monsieur qui a des connaissances. Je lui dis voilà, moi, je veux ce travail, je commande C'est un produit fini. en fait. Donc, ne parle pas ni d'horaire, ni de jour, ni de machin, ni de nuit, des machins. C'est un forfait. C'est un forfait et c'est lié à une commande. Il a C'est une pas- commande, tout à fait. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais l'employé, c'est par exemple différent. du matériel ou alors L'employé, c'est différent. C'est ce qu'on a dit. L'employé, c'est différent. C'est ça la halakha. L'employé, ça sera différent que l'artisan. On est d'accord. C'est ça la conclusion, mais on va expliquer à travers le Shulchan. Et s'il verse un acompte, est-ce que ça change quelque chose? Le fait que l'artisan réserve cet acompte pour l'achat du matériel. Mais si Un matériel particulier. Un acompte. Il n'y a pas de devis signé s'il n'y a pas d'acompte. Je vous dis, un devis, il y a toujours un acompte. Mais c'est ce qu'on dit. Voilà. Là, lorsqu'il y a un acompte, on n'en a pas parlé ici pour l'instant. C'est vrai que c'est une question que je n'ai pas vue dans le Shulchan Aruch, enfin que je ne connais pas moi. Je peux juste dire mitzvara. Messieurs. C'est que lorsque tu payes un acompte, d'accord, à un artisan, ça reste un artisan. Ça veut dire que peut-être la règle sera que tu dois laisser tomber l'acompte, ce qui est en général le cas, mais ce n'est pas pour ça que tu es obligé de payer toute la bibliothèque. D'accord? Tu payeras l'acompte, mais parce que je répète, l'artisan n'est pas un employé. L'artisan est en fait un fournisseur d'un produit. Donc c'est comme si j'achetais chez Darty une machine, sauf que là, la machine, elle est sur mesure. Voilà, la machine est sur mesure. Mais chez Darty, ce n'est pas un employé,
c'est un objet acheté chez un fabricant, prestataire. Chez un distributeur. Voilà. Je commande à manger dans un restaurant. De quoi? Alors, lorsque tu commandes dans un restaurant et que tu veux annuler la commande, là, par exemple, on parle de quoi? D'une prestation, d'un travail, d'un poêle ou d'une. Pour moi, c'est clair. Un restaurant, il fait par exemple des sushis ou des pizzas. J'ai commandé, d'accord, c'est un artisan. Maintenant, le problème qu'il y a, est-ce qu'il peut la livrer à quelqu'un d'autre, cette même commande? Rappelle-toi qu'ici, on parle d'une situation où il a la possibilité d'utiliser ses planches, son matériel. C'est du périssable. Le manger, c'est du périssable. La commande, elle est bien précise. Si par exemple, personne ne commande les pizzas, 4 fromages, eh bien, tu les gardes sur toi. Donc, je ne sais pas si ça ne ressemble pas au cas que nous avons cité ici. Là, on parle d'un cas où, je répète, il peut utiliser ces planches. Elles ne sont pas périssables. C'est utilisable et c'est sûr qu'un jour, il va pouvoir les utiliser pour une autre fonction. Donc, oui. Pour l'employé, d'accord, qu'on est obligé de lui payer la totalité de la commande. Alors, on a dit que l'employé, il faudra payer tout son salaire, assurer son salaire. On ne parle pas de commande pour un employé. D'accord, pour un employé. Ça veut dire que si par exemple le salaire, si tu veux renoncer à cet employé, eh bien, il te dit d'accord, mais tu me payes tout ce que tu m'as proposé, tout ce que tu as. Non. Tu me payes tout. C'est-à-dire que lui, il s'en va, mais il est prêt à tout faire, lui. L'employé dit, moi, je suis prêt à continuer le travail. Tu veux te séparer de moi, pas de problème. Tu payes tout ce que tu me dois. Et Shalom à l'Israël, tu prends un autre employé. Mais tu me dois la totalité de ce que tu t'es engagé à faire parce que j'ai commencé à travailler. Ça veut dire que, et ça, c'est le psaque du Roche, Itril hapoel bimlacha, connais les mots du Shulchan Aruch. Le poël, l'employé a commencé le travail. Le chazarbo, alors là, il y a deux choses. Il y a le cas où lui veut se rétracter, et ça, c'est un cas que nous n'avons pas encore parlé, mais dans le cas où le propriétaire, enfin l'employeur veut être au zerbo, dans ce cas-là, alors si vous voulez savoir, comme j'ai déjà commencé, je ne sais pas le sujet, mais c'est quand même intéressant. Chazarbo b'chatzi hayom choser, v'afilu kibel kvar demesrivuto, v'en biado le shenem balabait, yachol achzorbo. Donc, effectivement, là, je parle de l'employé qui se rétracte. Ça, c'est le mot de Rabbi Yosef Karo, donc le Shulchan Aruch. Il dit l'employé, il peut se rétracter, même s'il a déjà reçu le salaire. Et en plus, il veut se rétracter. Il a déjà dépensé. Il a déjà dépensé le salaire qu'il a reçu alors qu'il n'a pas fini son travail. Il veut s'arrêter au milieu. Et il n'a pas de quoi payer le balabait. Et il a une dette. Il va devoir payer, évidemment, parce qu'il se rétracte. Il va devoir payer ce qu'il n'a pas fait. Eh bien, ce qu'il n'a pas fait, ce sera une dette, même s'il n'a pas de quoi payer tout de suite, ce sera une dette. Chez Nehema, qui dit Bene Israël Avadim, Velo Avadim la Avadim. Vous entendez, c'est très intéressant, cette halakha, même si ce n'est pas exactement la question qu'on est en train d'étudier maintenant. Li Bene Israël Avadim, c'est-à-dire les Bene Israël sont mes serviteurs à moi. Velo Avadim la Avadim, ne sont pas les serviteurs des serviteurs. Ça veut dire en clair que la Torah, bien avant le socialisme et les lois assez récentes qu'on a en France et dans le monde entier, il y a un droit, un norme pour le poël, l'ouvrier est protégé et il peut se rétracter même au milieu de son travail et même s'il n'a pas de quoi payer tout de suite pour rembourser ce qu'il n'aura pas fait la journée. Il a travaillé par exemple, il avait 100 € s'il travaillait la journée. Il a travaillé pour la moitié de la journée, il donnera donc, il doit 50 €, puisqu'il a travaillé 50 €, mais il doit encore 50 €. Eh bien, il ne les a pas tout de suite, eh bien, ce sera une dette, il devra le payer, mais même s'il ne les a pas, il peut se rétracter. Donc ça, c'est pour l'employé. Maintenant, l'employeur, ce n'est pas la même chose, d'accord? L'employeur, lui, il ne peut pas se rétracter, d'accord? S'il a commencé le travail, d'accord? Alors, je vous demande juste encore un petit peu de patience, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu dans la dénoncée. Après, vous allez voir si vous avez encore vos questions après, mais je pense que ce sera tout le cas. Alors, dans notre cas, Shlomo a commencé à œuvrer sur le projet. Même s'il n'a pas coupé les planches et n'a pas perdu de matériel, il devrait a priori lui assurer son salaire. Donc, a priori, on devrait se dire, il a commencé à travailler, c'est comme un employé. Mais il faut savoir que parfois, une commande à un artisan peut être formulée d'une manière qui n'est pas vraiment engageante. Et ça, c'est très intéressant, cette finesse sous
la terminologie utilisée au moment où vous prenez commande. La terminologie utilisée. Écoutez bien. Si l'on commande un gâteau, donc là, on revient à l'histoire de Shannon. Donc, je commande un gâteau en promettant de l'acheter une fois prêt, sans formuler les choses comme un contrat de travail. Par exemple, c'est quoi un contrat de travail? Fais telle ou telle chose, je te rémunérerai, d'accord? Mais une promesse d'achat, c'est quoi? Fais-le et je te l'achèterai. Fais-le et je te l'achète. Ça veut dire, le gâteau, tu le fais avec tes produits, tu fais ton histoire, et après, je te dis, tu sais, je te promets, une fois que tu as fini ton gâteau, je vais te l'acheter. Donc, lorsque tu produis le gâteau, tu n'es pas mon employé. Je te promets de l'acheter une fois que tu l'auras fini. D'accord? Ça, c'est le Netivot et le Chazonish qui expliquent ce que dit le Roche. En effet, selon le Roche, lorsqu'on a demandé à un artisan de fabriquer quelque chose et qu'on se rétracte au moment où on le fournit, il faut le payer, car sinon l'objet va être jeté dans le cas d'une denrée périssable, par exemple. En vertu de la loi, Dina Degarmi, car on a occasionné une perte. Alors là, je suis obligé d'expliquer. C'est pas un vœu quand vous dites je te l'achèterai, c'est pas un vœu. Non, j'ai peur d'oublier mon idée, donc laisse-moi juste terminer cette phrase. Dina Degarmi, c'est un din très intéressant. Donc, je parle d'un cas précis. J'ai commandé un produit. Ce produit a été réalisé et moi, je me rétracte. Je ne veux plus. Alors, il me dit, monsieur, tu es bien gentil, mais comme tu te rétractes, ce produit-là, je vais le jeter. Donc, j'ai perdu. C'est pas juste, c'est pas que je peux le donner à quelqu'un d'autre. Je peux le donner à quelqu'un d'autre, c'est une chose, mais je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre, je vais le jeter. Donc, d'après l'exemple des pizzas tout à l'heure, lui il prend l'exemple du gâteau, peu importe, c'est toujours le même principe. Périssable. Il y a ce qu'on appelle Dina Degarmi. C'est quoi ce mot bizarre, Dina Degarmi? Alors, sachez que dans la halakha, il y a ce qu'on appelle gramma et il y a garmi. C'est quoi gramma? C'est entraîner quelque chose. Est-ce que je suis chayav de payer lorsqu'il y a un dommage indirect? Non. Mais si c'est Dina Degarmi, c'est-à-dire une perte, alors là, il y a plusieurs définitions, qui vient tout de suite et avec certitude. Dans ce cas-là, ça s'appelle, même si c'est une conséquence, prenons l'exemple ici, j'ai commandé une pizza, finalement je ne la prends pas, le bonhomme il la jette. Donc j'ai commandé, ça se jette, c'est tout de suite, c'est sûr que c'est une perte certaine. Alors évidemment dans une pizza, ça pourrait ne pas être certain, donc il faudrait voir dans une pizza si c'est le cas, mais dans un cas où c'est certainement une perte, c'est-à-dire il a fait un gâteau d'anniversaire, prenons un exemple très précis d'un gâteau d'anniversaire, c'est écrit dessus, Mazal Tov, Monsieur Ariel Gué. Et c'est bien mis gravé dedans. Donc, qu'est-ce qu'il va l'offrir à qui? Il va l'écrire à Shannon, il va dire à la Shannon, tu vas recevoir le gâteau d'anniversaire d'Ariel. Il dit, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais offrir ça à ma femme en disant, bon, finalement, ils m'ont refilé un truc ils m'ont fait 50%, et c'est honteux. Et sa femme a lui envoyé le gâteau à la figure, et ça a mal se terminé. C'est un cas de Shalom Bayit grave. Ça veut dire que ce n'est pas réutilisable. C'est un objet périssable. Dans ce cas-là, tu entraînes certainement, avec certitude, et tout de suite, une perte. Tu payes. Mais tu payes pourquoi? Pas pour des raisons d'employé, d'employeur, de machin. C'est que tu es un mazik. Tu causes un dommage. Non, un mazik. Un mazik, c'est-à-dire quelqu'un qui cause un dommage. Si je donne un coup dans une vitre et je casse la vitre, je la paye ou pas? Si je viens, je casse ta voiture, je la paye ou pas? Oui. C'est ce qu'on appelle casser, mais directement. Là, c'est indirect parce que je ne suis pas venu t'abîmer ton gâteau. J'ai été gorem, j'ai entraîné la perte du gâteau. Donc, ce n'est pas direct, c'est garmi. Et garmi, comment on doit payer. La perte du gâteau avec la commande de la bibliothèque? Oui, j'ai commandé un gâteau avec mon nom. C'est pour le rapprocher de la bibliothèque. Attention, on ne parle pas de la bibliothèque. Là, maintenant, on est en train de parler d'un cas de périssable, d'un objet périssable, de l'alimentaire périssable, non utilisable, non réutilisable. Donc, c'est certainement une perte, c'est sûr. Je ne le prends plus, c'est sûr, super. Dans ce cas-là, tu payes Mitzat Dina de Mazik. Parce qu'en fait, je vais vous apprendre que lorsque vous étudiez Choshen Mishpat, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est avoir un peu de finesse et chaque fois mettre les choses dans leur cadre, c'est-à-dire dans une case. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on est en train de parler de la troisième case déjà. La première case, c'était l'employé. Deuxième case, l'artisan. Et troisième case, on est en train de parler le mazik, celui qui cause un dommage. Alors, pas en direct, mais indirect, de façon indirecte. Donc, je reprends. Ici, on est bien dans un cas, l'artisan, lorsqu'il fabrique quelque chose, il l'a fabriqué et il est réutilisable. S'il n'est pas réutilisable, parce que c'est une bibliothèque faite sur mesure et qui est faite spécifiquement pour ma salle à manger et ne peut pas rentrer dans une autre salle à manger, c'est une perte et là tu payes.
Mais tu ne payes pas en tant qu'employé, pas en tant qu'artisan qui est un employé, en tant que masique. Tu es masique. Tu as causé un dommage. Qu'est-ce que tu voulais dire, Michael? Non, parce que vous avez dit, fais le gâteau et je l'achèterai. Mais il n'a pas dit blindé d'air ni rien du tout. Donc, est-ce qu'il s'est engagé sous forme de vœu? Alors, l'histoire du Neder, tu me l'oublies. L'histoire du Neder, c'est un autre problème. C'est que lorsque tu passes une commande au téléphone en disant, et tu sais que le monsieur il va commencer à travailler juste après, ne me dis pas Neder, pas Neder. Moi, j'ai entendu une commande, j'ai entendu une phrase, une parole, tu dois payer. Voilà. C'est comme ça que tout le monde commande. On ne dit pas, je fais le vœu de vous t'acheter. Non, c'est vous qui avez dit. Vous avez dit, voilà, une façon rusée pour dire une commande qui me permet de. Hein. Alors, voilà. Donc, c'était cette forme-là qui m'a fait penser de dire Oui, pourquoi ne pas dire dans ce cas-là, fais-le et bliné d'air, je te l'achèterai. Alors, si fais-le, toi- si si ça toi, me tu plaît, le je vais dis, te l'acheter. Si tu dis d'une façon qui laisse entendre qu'il y a un doute, c'est ça que tu vas te dire, Ouais. qu'il y a un doute sur le fait de l'acheter. Tu dis, voilà, je ne te garantis pas que j'achète. Si le mot blinédaire est compris, parce qu'il faut savoir comment il a compris, parce que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire le mot blinédaire. C'est pas blinédaire, c'est pas C'est Mais différent. entre nous, Alors, ici, on le connaît tous. on Un peut bliné dire- d'air, je viens. On peut Bliné d'air, dire je le viens. contraire. Paye-le, et Blinader, je peux pas. Non, Non, d'accord. Alors, Non, voilà, attendez. l'habitude, c'est qu'aujourd'hui, comment vous faites vos commandes? Le soir, vous voulez commander une pizza, vous appelez, vous n'êtes pas en train de dire je fais le vœu de avec un rabbin qui est derrière en train de faire, vous n'êtes pas en train d'envoyer un. Voilà. Voilà. Non, tu dis je commande. Le bonhomme il arrive et tu dis ah non, finalement, j'ai changé. Il arrive le livreur et tu dis non, finalement, j'ai changé autre chose. Voilà. J'ai décidé de manger les bassari et là vous m'envoyez les tralavis, c'est pas bon. Ils vous disent monsieur, vous êtes bien gentil, mais je ne connais pas ça, vous Qui payez. paye? Parce que qu'est-ce que j'en fais moi de ce Je truc? suis d'accord. On est d'accord. Après, blinédaire, pas blinédaire, tu as bien compris qu'eux, ils ne se connaissent pas les blinédaires. Ils veulent, ils ont entendu des commandes, ils commandent. Voilà. Maintenant, si tu leur as dit, et ça, ce serait intéressant, tu leur dis, écoutez, je commande, mais peut-être. Non. Alors, moi, si j'étais eux, je dis, bon, si vous êtes bien gentil, lorsque vous aurez décidé, vous m'appelez, et à ce moment-là. Si c'est des bêtes et des idiots, ils disent, ils font, on fait, eh ben, et on fera dans le doute, c'est différent. C'est-à-dire que toi, tu ne l'avais pas prévenu que ce n'était pas sûr que tu allais l'acheter. Ça, c'est différent. Faites-le. Mais alors, Si ça me pourquoi plaît, vous je avez dit l'achèterai, c'est une c'est autre. différent. On peut parler d'une façon qui me permettrait de. Non, il ne faut pas jouer sur les commander. Non, belles. si, C'est pas c'est la un peu- mayonnaise. Non, mais vous l'avez présenté comme ça. C'est pour ça que je. Il faut pas essayer de ruser, il faut être clair. Et Non, bien entendu. évidemment, tout le monde doit être clair. C'est Mais comme j'ai si tu passes l'impression un qu'on ordre en pouvait bas, le tu présenter dis comme ça. j'ai passé l'heure de le prendre. Comme ce que vous avez dit, ça dépend de la formulation de la commande. Alors voilà, là je dois affiner, je n'ai pas fini là-dessus. Voilà. Alors, sur ce point-là, que je voudrais, après tu nous reviendras, mais que ce soit clair pour tout le monde qui est présent, qui est pas présent, je voudrais que vous compreniez bien la chose. Ici, on est en train de faire une différence importante qui est assez fine. Il y a, je vous ai dit, des formulations qui rentrent en ligne de compte. Il y a une notion de formulation. Fais telle ou telle chose et je te rémunérerai pour ton travail. Ça, c'est un contrat de travail. C'est-à-dire, fais cela et je te paye pourquoi? Je te paye pour l'action, le fait de faire. Je fais, je te paye. C'est-à-dire, payer parce que j'ai fait. Ça, c'est un travail d'employé qui est rémunéré. Mais lorsque je te dis, je t'achèterai ton gâteau, d'accord? Je voudrais un gâteau comme ci, comme ça, et je l'achèterai. On est bien d'accord que là, tu n'achètes pas le travail du gâteau, tu achètes le gâteau. Le produit. Le produit. Le résultat. Donc, c'est le résultat. Ça, ce n'est pas la même formulation, c'est ça que j'ai voulu dire. D'accord. D'accord? Maintenant, le niveau te demande pourquoi cela concerne seulement une denrée périssable. Ne doit-on pas payer un ouvrier pour la seule raison qu'il a travaillé à notre demande? Même si le travail est effectué dans la rue, par exemple, et qu'on n'en a pas profité. Il répond que dans ce cas, la formulation est différente. Il n'y a pas eu contrat de travail, mais promesse d'achat une fois l'objet fini. C'est qu'en fait, ce qui dérange un étivote, c'est la question qui est posée ici. L'étivote, il se dit, mais je ne comprends pas. Je t'ai demandé de faire ma bibliothèque. Tu as commencé à travailler. Tu as commencé à travailler pour faire la bibliothèque. Tu as fait un travail. Donc, tu as commencé le travail. Si tu as commencé le travail, donc tu es de fait comme un employé qui commence un travail. Il dit non, parce que je n'ai pas dit que j'achète un travail. Je t'ai dit j'achète un produit. Donc, même si toi, tu as commencé à travailler, eh bien, tant pis, tu as perdu ton travail parce que je ne t'ai pas payé. Je ne te paye pas pour le travail, je travaille pour le produit fini. Oui, qu'est-ce que vous voulez poser comme question, Michael? Ça peut être dangereux parce que, par exemple, je commande une penderie à un menuisier. Oui. Et sur la route, je croise un menuisier moins cher. Je n'ai plus aucun scrupule à commander chez le prochain. Alors, encore une fois, on a posé une grande condition.
que le produit que tu as commandé, il a la possibilité de le recycler. On est d'accord, hein? Voilà. Mais dans ce cas-là, effectivement, si tu as dit et tu fais attention à la formulation, dans ce cas-là, tu peux te rétracter. Oui. Voilà. Maintenant, je ne dis pas la même chose sur, par exemple, quelqu'un qui aurait signé. Parce que des fois, vous allez dans un magasin, par exemple, vous allez chez Darty et vous signez un bon de commande. Et là, vous dites après, finalement, je me rétracte. Est-ce que si vous avez signé un bon de commande, c'est la même chose? Est-ce que les conditions de vente prévoient une désinfectation? Alors voilà. En fait, en général, aujourd'hui, dans les bons de commande, il y a des règles qui sont associées à ce bon de commande. Et ces règles, on doit les respecter parce qu'en fait, en signant ce contrat, tout simplement, c'est tacite, c'est sous-entendu. Pardon? On s'engage à payer avec ça. Mais on peut se retracter avec la nouvelle loi. Ça dépend. Il y a des conditions. Fais-le et je l'achèterai. Si je fais une bonne commande, c'est que je vais l'acheter. Oui, non, tu te rétractes médicalement. Je voulais l'acheter, puis j'ai changé d'avis. Oui, mais dans ce cas, il y a des conditions de rétractation. Alors, on se rétracte 2 semaines avant, un mois. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que les contrats de travail, les bons de commande sont toujours associés à des règles. Dans le cas d'une rédaction, si c'est à telle date, je pense qu'il y a des différences. C'est déjà sous-entendu. Pas sous-entendu, c'est écrit dans petit caractère. Conditions générales de vente. Conditions générales de vente. Ouais. Donc, je ne pense pas que ça pose un problème, ça, franchement. Le problème, si c'est oral. Et c'est pas ça dont on parle. Ça a la même force. Non, c'est pas le même. C'est ça non, mais je veux dire que s'il y a des témoins, etc., je veux dire que le fait que ce soit oral ou écrit, il n'y a pas de différence fondamentale si ce n'est d'apporter la preuve. Alors, lorsque c'est écrit, ce que je dis aujourd'hui, l'écrit est toujours associé à des conditions générales de vente. Alors que lorsque c'est l'oral, c'est qui fixe la condition générale de vente dans un cas d'oral? Il y a un implicite qui n'est pas connu. Un implicite qui n'est pas connu, voilà, qui n'est pas clair, qui est implicite, comme ça. Pardon? Est-ce que la Torah, nous dit quelque chose? Justement, on vient de dire que oui. La Torah nous dit, si c'est oral, ça dépend si c'est un employé ou bien si c'est un artisan. Donc, est-ce que j'achète un produit ou j'achète un travail? Pas la même chose. Est-ce que je paye le travail ou je paye le produit? Parce qu'ici, le Rosh Nishpat n'évoque pas que ce soit un contrat écrit, verbal, etc. Elle ne rentre pas dans ça. Ah ben si, justement. Sinon, ce que je dis, c'est que c'est pour ça que... j'ai les mots du Shulchan Aruch, vous voulez que je vous les dise? Oui. Donc, Siman, Shin Lamed Gimel, c'est Ifret. Amar la Ouman, s'il a dit à l'artisan, Aseli Davar Ploni, fais pour moi cette chose-là. Ve'ekre no mimcha, et je vais te l'acheter. Ve'asao ha'uman, et l'artisan l'a fait. V'achakach eno rotse la karto, et après il ne veut pas l'acheter. Il ne veut pas l'acheter. Ve'u davar she'im lo yekrenu miyad yafsid, et c'est une chose qui, si on ne la prend pas, il va tout de suite perdre. Chayav, il est chayav. D'accord? Donc, c'est clairement écrit que dans le cas où l'artisan va perdre, d'accord? Dans ce cas-là, il est chayav. Si la perte est totale, pardon. Oui, mais le Rosh Nishpat n'évoque pas une possibilité d'un contrat écrit par rapport à un contrat oral. Il ne parle que de ce cas-là, quoi. Amarlo. C'est oral. Attention. Qu'est-ce qu'il est obligé de payer? Chayav. La perte. La shon tshuvat harosh et vioatu chayav reuven et shalem loman kol hefsedo. Attention, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il doit payer? La perte. À l'artisan. L'artisan, il m'a livré ma bibliothèque. Et après, je lui ai dit, écoutez, non, franchement, j'en veux pas cette bibliothèque. Il me dit, monsieur, je ne sais pas quoi en faire, je ne peux rien en faire, il faut me payer la perte. C'est quoi la perte? Le prix de la matière première et l'heure de travail, mais pas un très haut niveau. Un heure de travail qu'on appelle Sachar Batel, c'est-à-dire un niveau, un SMIC. Chômage. Non, du chômage technique. Non, c'est le chômage technique auquel aurait été prêt de ne pas travailler. Voilà. Qui aurait touché pour ne pas travailler. Oui, c'est le chômage technique. Ils arrivent devant un bédine. Comment il va prouver, parce qu'il n'a pas de contrat, il n'a rien? Alors, effectivement, il va prouver que. Avant de la livraison, il vient, il dit je veux voilà, il va pour le livrer, il lui dit non, j'en veux pas. Comment il va devant le bédine? Tu vas lui dire mais moi, j'ai jamais rien commandé. Attention, moi, je n'ai pas parlé d'un cas de quelqu'un qui dit je n'ai pas commandé. Nous, on est en train de parler d'un cas j'ai commandé, mais j'ai changé d'avis. Il est modé. Et s'il a été livré, c'est un kinyan quand même. S'il a été livré, ça veut dire. Non, il arrive, il dit monsieur, j'ai terminé, et il lui dit gardez-le.
Gardez-le. Ça veut dire qu'il C'est n'est pas donc venu pour chez lui alors. Peu importe. Il n'est pas encore ouais, venu peu chez lui. importe. Non, non, il ne veut pas le prendre. Il dit je ne veux pas. Il ne veut pas le prendre. Dans ce cas-là, il dit écoute, je ne veux pas le prendre, tu te le gardes. Il dit mais attendez, ça va me coûter pas beaucoup logique. d'argent. J'ai de l'argent que tu payes, la perte. Non, mais attention, parce que par exemple, l'armoire totalement placée, elle était vendue à 200 euros, mais la perte, ce n'est pas 200 euros. C'est moins que 200 euros, c'est Tu logique. enlèves son bénéfice, tu enlèves, Voilà, tu enlèves le bénéfice. tout le travail qu'il n'a pas fait. Les Voilà. matériaux, les matériaux qu'il n'a pas Voilà. payés, les Voilà. matériaux qui n'ont pas été consommés. Non, les matériaux, on parle d'un cas où il a déjà fini donc il paye C'est les une matériaux perte. qu'il a payés. Ça marche. Franchement, c'est La perte, insupportable. on la C'est considère- insupportable pour C'est l'artisan. insupportable, Rav. Cette situation, c'est Mais il insupportable. n'a rien pour perdu. l'artisan. Il n'a rien perdu, mais il n'a pas Non, gagné. mais comment il n'a rien perdu? Mais sa Sa vie, il nourrit Il sa n'a famille. rien gagné. Il n'a pas Avec l'argent travaillé. qu'il allait gagner. La marge. Si, c'est qu'il a permis de le travail. travail. Il n'a rien gagné. Avec quoi il va manger? C'est la marge. Son père, il perd la marge. Alors, de ce Mais c'est fait, pas- on parle pas de on ça. a répondu avec D'accord, Uri, il a une bibliothèque, on a mais il répondu rien qu'il faut gagné. payer aussi non seulement le matériau, le matériel qui a été La matière première. mais aussi le travail fait. Alors attention, Mais oui. c'est-à-dire qu'il y a un taux horaire qui va être calculé. Comme vous dites, il y a une semaine où j'aurais pu faire autre chose et parce que tu me l'as commandé, je n'ai rien fait. Donc il y a un taux horaire qui est moindre que celui Le taux qui marché. était prévu. Voilà. Alors je ne sais pas comment en France ça Non, se. c'est se- comme ça, c'est que le prix de d'emploi. vente, imaginons qu'il y a 10 heures de travail pour Voilà. les 200, Voilà. pour les 200 euros de vente, il dit bah, ça fait 20 euros de l'heure, disons. Voilà, 20 euros de l'heure, ça inclut le prix marché. Là, si dit le même employé, il était là, l'artisan, il était à attendre, bah, juste il a les frais de structure, comme ça, c'est 10 euros. Bah, voilà, ça va être ce prix-là de 10 euros au lieu de 20 euros. Donc, il n'a pas sa marge. Et si c'est un spécialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est réputé pour faire un travail particulier, c'est une belle bibliothèque. Est-ce qu'il va compter le salaire moyen, on va dire, d'un spécialiste quelconque? Alors, si c'est un grand spécialiste Ça et que s'appelle normalement l'enfer, son ça. taux horaire, c'est 200 euros. Quelqu'un qui Voilà, travaille c'est dans les 200 Rolex. euros. Et je vais lui payer, on va dire, c'est pareil, il va dire écoutez, moi j'ai perdu Ça revient au même. ce niveau-là de salaire, ça, il faudra qu'il aille voir le Beddin à ce moment-là. Si l'artisan, c'est un artisan qui a un carnet de commande plein sur 2 ans. Ouais. Et que là, il y a une vraie perte, puisque le temps qu'il a passé à faire cette bibliothèque, il aurait fait passer un temps à Bah une oui, autre bibliothèque Exactement. où il aurait vraiment gagné. Exactement. Ouais, C'est c'est ça. ça. Et au bon taux, La perte, en réalité, c'est le bénéfice qu'il n'a pas fait. C'est une perte. Oui, c'est ça, Mais la c'est marge. un manque à gagner. Non, c'est la une marge. perte parce que s'il n'avait pas fait cette garanti. commande-là, il en aurait fait une autre. une autre, il aurait rapporté. C'est un manque à gagner des deux Ça aurait été côtés. payé. Ça aurait été payé. Mais il faut encore payer plein pot. Alors que là, je suis en train de parler Ah oui. d'une réduction dans le. C'est un manque à gagner. C'est impossible à Ça accepter dépend un si jugement tu comme ça. considères jusqu'à 120 ans qu'il Alors, a travaillé ou pas. Je vous explique quelque chose. C'est que le problème, c'est que. Attention, je vous explique quelque chose. Écoutez bien. Il a pas La question, c'est quoi? C'est effectivement, la question, elle est bonne, mais la réponse aussi est bonne, il faut bien l'écouter. C'est que la question est bonne, c'est de dire finalement, à la place de ce temps-là, il aurait dû être calculé au top, au niveau. C'est-à-dire, en 2 mots, il paye plein pot. En 2 mots, il paye plein pot, etc. Peut-être en réduisant un petit peu le temps de la pause. Voilà. Le temps de la pause, on va l'enlever, mais sinon, Non, mais tout le reste. surtout si le travail est fini. Très bien. Maintenant, ça, j'entends ce que vous dites, parce que vous dites, mais il aurait pu faire autre chose bien payé. Mais est-ce que ça, je suis chayav? C'est-à-dire, Yafsid, le Hefsed, c'est quoi le Hefsed? Est-ce que Hefsed, ça veut dire la perte du bénéfice potentiel que j'aurais eu si j'avais pas pris ta commande et j'aurais fait une autre commande, etc. Ça ne s'appelle pas un Hefsed. Ça veut dire une Meniat Reva. C'est-à-dire que j'ai un manque à gagner. J'ai perdu l'occasion de faire un bénéfice. Mais la perte, d'après la halakha, la perte, c'est autre chose. La perte, c'est directement responsable en capital. Je perds de mon argent. Tu ne peux pas me rendre chayav sur. Parce que pourquoi? C'est bien pourquoi. Parce que ça ne s'appelle pas Dina Degarmi, c'est me rendre chayav sur effectivement ce que j'ai causé comme dommage à l'autre. Le dommage direct, il y a un dommage indirect. Le fait qu'il aurait pu prendre une autre commande, qu'il aurait payé à plein pot, c'est effectivement un dommage, je suis d'accord. En termes français, voilà, le mot dommage, j'entends, mais un dommage indirect, alors que la marge qu'il aurait fait sur le bois et le prix du travail horaire, les heures de travail. Les heures de travail, c'est un dommage direct. En plus, le fait qu'il aurait eu une commande. J'entends, c'est fin, c'est potentiel. Pardon? C'est que potentiel. Ah non, mais lui, il montre. Voilà, il a dit, Jérémy, il a dit, il a 2 ans de commande pleine. Il prouve que le carnet de commande est plein.
On est en ce moment, c'est le cas. Tout le monde a un Hachem, un bon Hachem. Il peut me prouver qu'il est débordé, etc. Il y aurait eu quelque chose. Voilà. Donc lui dit, attendez, là c'est une perte sèche. Donc j'entends, mais ça s'appelle un gramma. Je n'ai pas enlevé cet argent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour me rendre chayav, il faut que j'ai enlevé quelque chose. Non, mais quelque part, quelque part, dans ce cas-là, on peut bien montrer que même l'acheteur, il est, du moins le commerçant, il est un peu responsable parce qu'il a choisi ce client-là. Généralement, dans les entreprises, il y a un scoring. On dit tous les clients, on les score s'ils ont une capacité déjà à payer, mais surtout à se retourner. Et donc il a aussi responsable. Non, je dis que ce soit l'artisan ou une entreprise. Il y a aussi une notion de scoring. Il est aussi responsable d'avoir fait confiance à ce client. Mais non, il n'est pas responsable. Le client, non, monsieur Chiche-Portiche, non, tu as tort. Le client lui signe un devis. On ne parle pas de signature de devis. Mais tu tiens ton devis, toi, Louis. Quand tu fais un bâtiment, tu fais signer des devis. Je vais vous poser une question. Je n'ai pas l'impression que vous faites des éclairer affaires. ce point-là. Intéressant. Vous avez commandé cette bibliothèque. Et cette bibliothèque a été endommagée accidentellement. L'objet commandé par vos soins a commencé à être construit et il a été endommagé accidentellement dans la maison de l'artisan. Est-ce que l'artisan, il peut vous dire, monsieur, j'ai eu un problème, ben vous prendrez entre guillemets en charge une partie de l'accident. Chez l'eau. Non, chez l'eau. Chez l'eau. On est tous d'accord. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas été livré, il est encore voilà. sous son contrôle. C'est la preuve que l'artisan mais ça serait aberrant. n'est pas encore. C'est pas encore chez vous. Vous achetez le produit fini. C'est quand il est livré. Voilà. C'est pas en possession. Donc il n'y a aucune raison que je paye s'il y a eu un dommage dans la maison de l'artisan. On est tous d'accord avec ça, et c'est bien la preuve. L'artisan, il a une assurance décennale, etc. C'est à lui de se débrouiller. Maintenant, s'il y a eu un cas de force majeure, une inondation, s'il y a eu un cas de vol, qu'est-ce que vous de la bibliothèque chez l'artisan, c'est pareil. C'est pareil. Peu importe ce qui se passe. Mais le client, il n'est pas dans le régime. Le client n'est pas responsable il n'est pas dans le régime du client. Voilà. Il achète le produit. C'est comme il va en voiture, il y a un accident. Alors, prenons un autre exemple. Très bien, j'entends ce que vous dites. Que se passe-t-il si c'est un employé? Un employé à vous qui est en train de travailler sur une production par exemple, de bibliothèque, parce qu'on parle de la bibliothèque. C'est votre employé. Vous êtes un menuisier chef et vous avez un employé. Et cet employé, il y a un problème, un accident sur son travail. Qui est chayav de payer? L'entreprise. C'est l'employeur. Il paye tous les vols, les pertes, la casse, la fainéantise, la négligence. C'est un employé. Mais il a été l'employé était négligent. C'est l'employeur qui paye. Il paye. Un vol. C'est l'employeur. Tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, c'est l'employeur. Non, parce que si c'est un gardien et que tu l'as payé pour garder, s'il a été négligent. Mais c'est l'employeur. L'employeur se retourne vis-à-vis de l'entreprise. Un statut de sahir, c'est-à-dire de shomer sahar. Shomer sahar, vous vous rappelez ce qu'est le. S'il est négligent, il paye. Il est responsable. Négligent, khayab. Mais s'il est honnête, non, il n'est pas khayab. S'il est là. Non, ça dépend. S'il est payant, il est Sarah. Ouais, voilà. Mais s'il est honnête. Si c'est un cas de force majeure, non, il ne paye pas. Non, il ne paye pas. Honnête, il ne paye pas. Quel est le statut d'un employé? C'est ce qu'on appelle un sahir. C'est le mot sahir. Sahir égale shomer sahar. C'est-à-dire qu'il a un statut de gardien payé. Professionnel. Donc il est payé pour son travail. S'il y a un cas de vol, la responsabilité de l'employé. Alors là, c'est à des années-lumière le droit français. Son salaire aussi. À des années-lumière. Ça dépend. S'il a été négligent dans le vol, s'il y avait une arme. Il avait une arme, il est volé avec. Non, mais Gabriel, par contre, pour le blanchiment d'argent. On est en plein carnaval. Non, si, c'est très bien. C'est des vraies questions. C'est exactement la suite de notre sujet. C'est de savoir. Là, il veut prouver que, regardez bien, la preuve, elle est magnifique. C'est qu'il dit, voilà, qu'est-ce que vous direz sur. Donc, on a accepté que l'employé a une responsabilité quand même par rapport
à l'objet qu'il est en train de travailler. C'est-à-dire l'employé doit assurer, dans un cas de vol, sur ses deniers, la responsabilité de cet objet qui a été volé. Donc, est-ce que ce sera le cas si vous commandez à un menuisier une bibliothèque? Là, tout le monde ici va dire du seul voix, va dire attention, si ça a été volé chez le menuisier et je n'ai aucun problème avec ça, ça ne me concerne pas. Moi, ça ne me concerne pas du tout. Et le menuisier n'est pas salarié, il n'y a aucun doute que je ne le connais pas. Tant que moi, ce que je veux, c'est une bibliothèque finie. Tu as eu des problèmes, tu as eu des tsarots, tu as eu ce que tu veux. Tout ça, ça ne me concerne pas. Je veux ma bibliothèque. Et ne me parle pas, raconte pas toutes ces histoires sur les problèmes que tu as eus. Ça ne me concerne pas. Moi, je payerai ce que je me suis engagé à payer. Parce que tous les problèmes qu'il a, le menuisier, il le paye déjà dans la bibliothèque. Exactement. Donc, en fait, on est d'accord, là-dessus, on est tous d'accord. Mais par contre, si c'est un employé, c'est différent. Il a un statut de Shomer Sachar, et je sais bien que c'est différent du droit français, parce que normalement, d'après ce que j'ai compris, aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il y a des assurances, en fait. C'est parce que comme il y a des assurances, elles prennent la place de tout le monde, et de l'employé, et de l'employeur, etc. Mais là, on ne parle pas d'assurance, on parle de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, on ne parle pas d'assurance, on dit responsabilité quand même, parce que sinon, si l'employé n'a aucune responsabilité, mais attendez, c'est pas normal. Il va avoir la responsabilité uniquement de son travail. Or, on oui, de donne son la travail. responsabilité de son travail et de garder l'objet. C'est deux choses. Oui, c'est ça. C'est qu'en tant que. Son travail de garder Voilà, exactement. Bravo. C'est ça le chidouche. C'est que l'employé a un statut de Shomer Sachar. C'est un chidouche, tu as raison. C'est évident, il a un statut de Shomer Sachar. Tu dois garder l'objet. Responsable de son ouvrage. Voilà, responsable de son ouvrage. On ne doit pas manquer pour celui qui a passé la commande, l'acheteur. Ce qu'il veut, c'est sa bibliothèque livrée, quel que soit le coût que ça a coûté finalement. Exactement. Au menuisier. Ça a coûté le tri parce qu'il a dû racheter 3 fois les matériels. Lui, tu as tout à fait raison. 200 €, je paye 200 €. Le client n'est pas. Après, c'est entre le menuisier et son employé. C'est entre le menuisier et son employé, l'assurance. Merci beaucoup. Ouais. J'ai compris, donc l'acheteur, il commande quelque chose pour avoir un produit fini. Et si le produit fini, en fait, ne lui convient pas, dans ce cas-là, il attend, il redemande jusqu'à ce que ça soit bien. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'allais arriver sur ce dernier cas. C'est le cas, puisqu'on a des informaticiens ici, alors ça tombe très bien. Eh bien, le cas était le suivant. Il y a un contrat établi avec un programmeur qui doit améliorer la qualité du produit informatique, qui doit améliorer Et qu'est-ce qui se passe? Le programmeur a travaillé et il n'a pas fourni un nouveau produit. D'accord? C'est-à-dire que c'est dans la dernière page, la page où il n'y a qu'une seule. Voilà. Quand un litige invoqué par Shlomo, le cas était différent. Il s'agissait d'un contrat établi avec un programmeur pour améliorer la qualité d'un produit informatique. Le programmeur a donc travaillé sans fournir un nouveau produit. Dans ce cas, le commencement du travail ou le début du paiement cause l'obligation de rémunérer l'ouvrier, car on ne peut en aucun cas appeler ça une promesse d'achat. Écoutez bien, c'est très intéressant ça. Je te demande d'améliorer la qualité de mon programme informatique. C'est mon domaine. En plus, c'est ton domaine, c'est pour ça que je m'adresse à toi. C'est ton domaine. Donc, je te demande d'améliorer. Est-ce qu'on peut parler de l'achat d'un produit fini? Est-ce qu'on peut comparer ça à une bibliothèque? Non, c'est une nouveauté. Ça, c'est un service. C'est une prestation. Donc, on ne peut pas parler ici de non-responsabilité. Non, tu es mon employé dès que tu commences à travailler sur mon programme. Du moyen, l'obligation de résultat. Si je n'arrive pas au résultat. Non, c'est pas quand tu embauché. Tu as embauché en fait à faire un service pour l'amélioration. Tu me dis voilà, moi je veux en fait que ça. On parle d'un contrat. Alors, il y a un contrat établi. Alors, combien tu payes maintenant? Si tu n'as pas réussi ton travail, donc tu as produit un programme mais qui n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux dire, écoute, monsieur, zéro, quoi. Au revoir, dégagé. Ou bien je dis, attends, mais j'ai travaillé, moi, j'ai travaillé. D'améliorer la qualité d'un produit, on ne parle pas de créer un produit. On peut vouloir, si on dit on crée un produit et que le produit n'est pas finalement comme je le voulais, il y a un travail qui a été effectué. Exactement. Alors que là, on a un produit existant qui fonctionne et on veut améliorer ce produit. S'il ne l'a pas amélioré, je lui donne zéro. Il n'a rien fait en fait. Si, il a travaillé. Il a travaillé, mais il n'est pas arrivé au résultat. Le résultat n'a pas répondu. Tout dépend comment vous êtes tombé d'accord sur un engagement d'un contrat. Alors, attention, c'est intéressant parce qu'ici, je veux un produit qui soit X d'une certaine façon, qui soit de telle qualité.
j'ai pas cette qualité que j'attendais. Mais le bonhomme il dit, mais attends, j'ai travaillé pour améliorer, maintenant tu n'es pas satisfait. Mais j'ai travaillé, donc c'est comme un employé. Est-ce que tu peux dire à un employé, écoute, le travail ne me satisfait pas, je te paye 0. Je te vire. Non, est-ce qu'on peut dire ça à un employé? En pratique, le gâteau n'est pas assez bon. Voilà. Non, mais surtout pas les exemples du gâteau, parce que le gâteau, c'est comme la bibliothèque, c'est un travail. Tu payes le produit. Alors que là, on parle d'un cas d'un poète. Un poète, c'est un employé qui travaille pour toi. Donc, tu es un employé, à la fin du mois, tu n'es pas content de son travail. Est-ce que tu peux dire, monsieur, je te dois 0? Non. Il te dit que dans le cas d'un programme informatique, on ne peut pas parler d'un produit que l'on reçoit. On paye en fait le travail d'améliorer le programme. Et ce travail-là, il a été effectué. Il n'a pas réussi, tu le payes. Une prestation de service. Ça se passe aujourd'hui. Et je ne peux pas me rédacter au milieu. Oui, mais ce n'est pas une livraison. d'employé fait que quoi qu'il arrive, je dois payer. Exactement. Parce que ce travail a été effectué. Il n'a pas réussi, mais le travail a été effectué. On a tout ça dans nos employés. Des fois, on n'est pas content du travail, on les paye quand même. Après, on les vire. Mais c'est une autre chose. Tu les vires, mais tu ne leur dis pas, attendez, je ne suis pas assidu au travail, je ne vous paye pas. Tu payes le travail et tu la vires. Mais c'est ce que je veux avec un employé, on lui paye uniquement son temps. Déjà, assistance technique. On n'a pas une erreur là. On paye la boîte de consultant à un certain taux horaire. On a une facture à la fin du mois. Et puis après, si le travail n'est pas réussi, on met un terme au contrat, mais tout ce qu'on a payé jusqu'à présent, il ne rembourse pas. Voilà, c'est exactement. Tu n'es pas d'accord là? Non, il y a des projets informatiques d'ailleurs qui sont faits au résultat. Oui, d'accord, ça existe. On appelle la TMA, time material. D'ailleurs, un employé à qui je fixe des objectifs de résultat, s'il ne les atteint pas, il n'est pas payé sur la prime que je lui avais promis. Résultat, ça c'est parce qu'il y a une. Mais tu ne payes rien du tout, 0, tu payes 0. C'est le variable. Le variable, tu ne payes pas, mais quand tu payes. je lui améliore le programme et je veux que le programme il travaille 2 fois plus vite. Si le mec il a bossé et qu'il travaille 1,2 fois plus vite, il n'est pas payé. Du tout, 0. Non, il n'est pas payé sur son variable. Sur le variable. Non, mais sur le variable. J'ai commandé à monsieur l'informaticien un mois de travail. Est-ce qu'en un mois, vous pouvez me faire que le programme marche 2 fois plus vite? Il me dit oui. Allez-y, monsieur, au travail. À la fin du mois, le truc il travaille 1,5 fois plus vite. Au revoir, monsieur, vous n'êtes pas payé. Vous deviez travailler. Il y a une obligation de résultat. Pas une obligation alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est comme une bibliothèque. Donc, effectivement, c'est exactement, tu as bien défini dans l'informatique ce qu'on a parlé juste avant. C'est-à-dire la spécialisation. Dans la bibliothèque, dans l'informatique, deux options de contrat. Un contrat qui est en fait forfait, donc obligation de résultat, j'achète un produit fini. Et il y a un type de contrat où je travaille, c'est un travail qui est J'ai compris, on le paye, mais est-ce que si on a mal fait, on peut lui demander de le refaire? Oui, mais tu repayeras le temps que tu refais. On repaiera quand même le parce qu'il n'a pas l'obligation de refaire du coup. Voilà. Mais toute une question. Mais comme il dit, ça dépendra de la formulation au niveau du contrat. C'est vrai que ça dépendra de la formulation du contrat. Alors, je reviens sur la question et j'arrive à une conclusion, parce qu'il fallait qu'on arrive à une conclusion pour la première question. La question était de savoir est-ce que le menuisier donc, est en droit, est-ce qu'il doit être, il a le droit d'exiger d'être payé? Alors, la réponse est David dit à Shlomo, je ne te paye pas parce que, je dis bien, la bibliothèque n'est pas faite. Il y a juste les planches. Les planches, elles sont réutilisables. Donc, il n'y a pas de perte. Donc, je lui dois 0. Même s'il a commencé à commander, il a reçu. C'est quoi le F7 alors? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de F7. Dans le cas dont je parle, il n'y a pas de F7. Le cas dont on a parlé, il n'y avait pas de F7 parce qu'il y avait le seul F7, c'est d'avoir passé du temps pour commander et pour commencer peut-être à élaborer. D'avancer l'argent pour la commande des planches. Tout ça. Qui va peut-être utiliser, d'accord, il va peut-être réutiliser dans un mois. Oui, etc. Non, ça ne s'appelle pas F7. Ça, c'est encore une fois, vous êtes en train de parler d'un F7 lointain, qui est trop grammaire, qui est trop lointain. Grave, si pour le projet est énorme et je dis à mon client, je vais devoir recruter 5 personnes pour faire ce projet. Pendant 1 an, ils vont travailler sur la bibliothèque. Ouais. Je les recrute. Parce qu'il faut que je démarre. Il m'a donné un compte. Je les recrute, je démarre. Finalement, il me dit, je ne la veux pas. Je n'ai pas coupé les planches.
Mais les employés sont là, les salariés sont là, je les ai embauchés. Alors, je les licencie. Est-ce que c'est un dommage? Alors, dans ce cas-là, tu seras obligé par rapport à tes employés de les payer. Donc, c'est une perte. Ouais. Voilà. Donc, c'est un dommage qui est imputable aux clients. C'est quoi imputable? Attention, attention. La question est très bonne et un peu vicelard, mais elle est très bonne, Razak. Parce que j'ai expliqué que la notion de F7, c'est Dina des Garmi. C'est-à-dire que je paye parce qu'il y a Dina des Garmi. Dina des Garmi, c'est des conditions très particulières. Dans le cas où tu es en train de parler, c'est qu'il a dû recruter des employés. Oui. Ces employés, il va devoir les payer parce qu'ils ont commencé à travailler. S'ils ont commencé à travailler, donc il va devoir maintenant payer la totalité, en tout cas le solde, dans une certaine somme d'argent. Cette somme d'argent, il va la perdre parce que moi, j'annule ma commande. Mais on est d'accord que c'est déjà un petit peu plus loin. Et est-ce qu'on va rentrer de manière indirecte? Il y a un F7. Je n'ai pas fait moi, parce que j'ai compris que moi, si c'est mon travail à moi, il n'est pas valorisé. Donc je remets sur quelqu'un d'autre, sur un salarié que j'ai dû payer. Ça repose sur la compte, en fait. Alors, moi, j'aurais dit, voilà, moi je demande à vérifier, mais j'aurais dit comme ça, Misfara, j'aurais dit, il faut payer parce que c'est un F7 qui a lieu tout de suite, qui est sûr, qui est évident. Et je ne peux pas dire, non, mais il y a une commande, je ne peux pas. On ne regarde pas s'ils peuvent être utilisés pour notre travail, il a embauché. C'est comme les planches. Mais il faut qu'on puisse imposer les compétences des salariés, il faut qu'il y ait une demande à satisfaire. Mais toi, dis-moi, il a embauché 5 personnes. Donc, c'est un F7. C'est un CDD 6 mois pour faire cette bibliothèque. Donc, c'est pas ce que dit Ouri. Non, moi je dis que a priori ça devrait être un F7, mais je prends des pincettes parce que je vous ai dit que je ne suis pas un spécialiste de ces questions malheureusement et je prends vraiment des pincettes. Donc j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que c'est Dina des Garmi, mais j'en suis pas certain. Mais je vous explique que Dina des Garmi, je vous rappelle, le F7, la perte, tu payes parce que c'est une perte directe. Non, il a embauché 5 personnes pour ce chantier. Mais elle est certaine, Barry, c'est sûr. Et deuxièmement, elle arrive tout de suite. Ça, c'est ce que je me rappelle lorsque j'ai étudié les Yeshiva en 1983. Donc, c'est un peu hier, c'est pas hier, donc j'ai un doute si c'était dans le cas des employés, ça rentre là-dedans. J'ai fait ça avec Jean Mazan et c'était en 1984. Pourquoi vous avez un doute de Dina Degarmi Pardon ? Pourquoi vous avez un doute de Dina Degarmi dans ce cas-là? Parce que est-ce que c'est la perte de l'employé, c'est à comparer avec l'objet périssable. Donc, on avait qu'un objet périssable. J'ai commandé une pizza, il va devoir la jeter. Ça, on a dit, Dina Degarmi, tu la payes. Ça, on n'a pas de doute. Dans ce cas-là, tu as des employés que tu vas devoir rémunérer. Est-ce que c'est comme l'objet périssable ou est-ce qu'il y a une finesse entre les deux? Je me méfie toujours de l'erreur. Oui. La logique, c'est la même chose, mais je me méfie. Voilà. Mais c'est quand même plus grave, Ram, parce que cet entrepreneur, il a peut-être débauché 5 employés dans une société et il a un manque à gagner, l'employé. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, c'est des ça va loin. Hein, il y a quand même quelque chose. C'est là où on avait sorti comme la loi du cross-ball. Il a sexuellement raison. Il a traversé quoi? Non, il y a déjà élargi aussi de fragilité dans la commande. Et c'est très embêtant par rapport à ça. Qu'est-ce qui veut que tu aies te commander la chose dans ces cas-là? Si tout le monde peut en fait retirer comme il veut, il ne se coûte rien du tout, c'est pas l'artisan, il avait aussi la possibilité de mettre des conditions dans l'acceptation de la commande. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur matérielle là? Non, alors on ne peut pas obliger Shlomo à payer. C'est David. Oui, on parle de David. C'est David. Non, je voudrais juste qu'on revienne sur la deuxième question. La deuxième question qui m'intéresse ici. Élie qui habite Paris, parce que c'est lié à. On en reverra ça après, mais Élie qui habite Paris a commandé un Sefer Torah à Yuval. Donc, vous avez la deuxième question. Donc, il a commandé un Sefer Torah à Yuval. Donc, Sofer à Ashdod. Donc, il y a un Sofer qui habite à Ashdod, un scribe, un écrit les Torah. Donc, Élie, il a vu que l'écriture de Yuval lui plaît. C'est parisien, non? Pour commander, si vous voulez commander un Sefer Torah, ça demande, il faut toujours payer une avance. Et le prochain paiement se fait 6 mois plus tard. Ouais. Lorsque la moitié du Sefer est déjà écrit, donc 6 mois plus tard, Élie voyage en Israël, constate qu'il y a eu une évolution du travail, le travail a été fait, mais il est déçu, il s'attendait à une plus belle écriture. Donc il est déçu du travail. Évidemment, il voudrait que Yuval vende ce Sefer Torah à un autre client, parce que lui, il n'est pas satisfait de la qualité d'écriture.
Donc, il lui donne les 10 000 euros, parce qu'on avait dit qu'après 6 mois, il fallait payer les 10 000 euros, mais il y a encore 12 000 euros à payer au moment de la livraison. Et ça, il refuse de les payer, parce qu'il dit qu'il préfère prendre un autre Sefer Torah, et il dit à Eli, ben, vas-y, revends-le à quelqu'un d'autre, tu trouveras certainement un acheteur. Et là, la question dans Bedin est suivante, est-ce que je peux forcer donc, un acheteur qui a déjà et qui va payer 10 000 euros pour les 6 premiers mois de travail, donc un travail qui a été fait, 6 mois, un Sefer Torah écrit pour lui, je peux refuser de donner les 12 000 restants en disant, eh bien, ton Sefer Torah, tu le vends à quelqu'un d'autre, mais moi, je voudrais acheter un autre Sefer Torah. Ou bien, le Bedin peut dire, attends, tu t'es engagé à prendre ce Sefer Torah, tu avais constaté toi-même l'écriture, on est d'accord, il avait déjà vu l'écriture. C'est qu'il a été déçu après en voyant le Sefer Torah écrit, il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais au départ, il avait déjà vu, ce n'est pas qu'il a pris comme ça. Et donc, il refuse de payer les 12 000 euros. Est-ce que, dans ce cas-là, le Bedin peut le forcer à payer les 12 000 euros qu'il doit pour la fin de ce Sefer Torah, ou bien il peut dire à Eli, écoute, vends-le à quelqu'un, Yuval Sofer, vends-le à quelqu'un d'autre, ce Sefer Torah, tu as plein de demandes, tu trouveras un autre acheteur, c'est pas périssable, on sait qu'un Sefer Torah n'est pas périssable, on sait que ce Yuval, il a beaucoup de commandes, beaucoup de sollicitations, donc il ne va pas perdre, ce n'est pas un cas de perte. Donc, il lui dit, voilà, tu trouveras un autre acheteur. Mais est-ce qu'une fois qu'il lui aura promis les 12 000, est-ce qu'il repart quand même avec son Sefer Torah, mais qu'il n'est pas content, on est d'accord. Ah oui, évidemment. Qui repart avec non, parce que Yuval peut dire, tu me payes les 12 000, mais je ne le termine pas. Ah non. Alors, il est terminé. Non, il est. Une question, quel est le. Est-ce que ce Sefer Torah, il est valable pour faire des offices dans une synagogue? Oui, il est caché. Parce qu'on ne part pas sur une bonne. Non, vous avez raison, que si le Sefer Torah n'est pas cachère, on n'en parle pas. C'est le minimum, s'il n'est pas cachère. Maintenant, tu sais que dans le Sefer Torah, il y a énormément de niveaux de qualité, c'est très, très complexe. Et donc, on peut toujours dire, on peut souvent dire, moi, il ne me plaît pas, j'en connais qui font mieux, etc. On peut toujours trouver plus Meouda. Donc, dans ce cas-là, est-ce que le Hidour, c'est un question d'Hidour. Là, il a commandé en c'est vrai. C'est vrai, il a regardé l'écriture avant de commander. Il a eu un échantillon. Mais maintenant qu'il a fait la moitié, il se dit, non, ça me convient plus. C'est moins bien que l'échantillon, c'est équivalent à l'échantillon quand même. Non, c'est pas pareil. Il n'a pas compris sur la marchandise. On ne dit pas que le Sofer a écrit quelque chose de mal. Il n'a pas commencé à papier. Je répète, le Sefer Torah était cachère. Il n'y a pas de question là-dessus. Il est cachère, mais il n'est pas le hidour, il n'a pas la belle écriture que j'attends. Mais par rapport à l'échantillon. Non, c'est comme l'échantillon, sauf qu'il a été déçu en voyant. Quand tu le vois en grand, voilà, ça fait moins beau. Tu vois quelques lettres, c'est une chose. Lorsque tu vois plein de pages. Il lui appartenait déjà. Non, il lui appartenait pas. C'est un employé ou c'est un. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un employé? C'est un employé. C'est un employé. Un artisan, c'est pas un employé. Non, c'est un artisan, non? De quoi, le Sofer? Le Sofer, est-il un employé ou un artisan? Ah, ça dépend si c'est lui qui l'écrit ou qui le fait écrire. Non, celui qui écrit. Pour moi, c'est un employé. Non, c'est un artisan. Pour moi, c'est un employé. Mais non, c'est pas un employé. Il est employé de qui? On a dit à la fin, le digne de l'artisan, c'est qu'il est employé. Non, c'est le but. C'est l'employé, on l'a considéré chômeur Safer. Il a payé en 3 fois. Mais pas l'artisan. C'est le gars de la bibliothèque. Non, pour moi, le Sofer est un employé dans ce cas-là. Mais un employé de qui? De l'acheteur. Non, on a dit si jamais il avait les salariés du monde. Mais il se comporte comme un employé. Ce n'est pas un employé, il se comporte comme un employé. Alors ici, c'est très intéressant, parce que justement, c'est très intéressant ici pour 2 raisons. Par rapport à ce qu'on a déjà discuté, on a déjà discuté, artisan, employé. Mais ici, il y a 2 choses qui rentrent en ligne de compte. Ici, tu as Mahara Sasson, donc cité par le Ksot HaChoshen, à qui appartenait la matière première? Oui, parce que sachez que, est-ce que le claf, c'est-à-dire le parchemin, l'encre, à qui appartiennent ces choses-là? Non, mais pas du tout. Le client, il choisit son claf. Mais bien sûr. Peu importe s'il choisit, mais ça appartient. Le Sofer, il a plusieurs qualités. Il a raison. Très bien. Alors, sachez que dans le Sefer Torah, il y a des gens qui sont makpidim d'acheter
le truc est de faire du sofer un chaliar. Parce qu'en fait, j'ai une mitzvah d'écrire, moi, et je voudrais les faire moi-même, mais je ne peux pas. Donc, je dis, voilà, tu es mon émissaire, et tu les fais à ma place. Donc, ils sont makpidim de considérer le sofer comme un émissaire et non pas comme quelqu'un qui va créer un produit que je lui promets d'acheter une fois fini. Donc, c'est un employé. Est-ce que ça ressemble au gâteau, à la pizza, à la... C'est un employé dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ces histoires d'émissaires, pas d'émissaires, etc. Ils disent, voilà, je te promets, tu me fais ce Sefer Torah, je te l'achète à la fin. Voilà, fais-moi un Sefer Torah, c'est comme une bibliothèque. Fais-moi un Sefer Torah, je l'achète à la fin. Lui, il ne connaît pas ces halachot de, oui, l'émissaire, écrit à ma place. Il ne connaît pas ces histoires-là. Alors, est-ce que ça dépendra de la personne qui achète? Dans quel esprit il a acheté? Est-ce qu'il a acheté en tant que bibliothèque qui est commandée pour une livraison à la fin, ou il le commande en disant je veux que tu travailles à ma place, que tu écrives à ma place, fais mon chaliar? Il s'agit d'une mitzvah. Pardon? Il s'agit d'une mitzvah. Oui. Donc il n'a pas le choix, c'est son chaliar. Ah voilà, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu dis, mais même si toi tu sais rien, tu ne connais pas, mais tu le fais parce que c'est une mitzvah. Tout le monde sait que c'est pas tu fais pas ça pour tu prends un Sefer Torah, c'est pas la mitzvah. À ce propos, dimanche prochain, vous avez ici. C'est une mitzvah de faire un Sefer Torah. Donc c'est clairement, même si moi je sais pas, on est obligé. Alors attention, et là je te corrige, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que dire que c'est une obligation qu'ils l'écrivent pour moi, etc., pas tous les poskim le comprennent, parce que ça dépend de savoir kitvu lachem et ashira azot. Est-ce qu'il y a un din que j'écrive moi-même et donc le sofer c'est mon chaliar, ou bien non, c'est un din que ça soit écrit, que je fasse en sorte qu'un Sefer Torah soit écrit. Donc, si j'ai payé un Sefer Torah, ben voilà, et de l'afkamina, c'est que des fois j'achète un Sefer Torah qui est déjà écrit. Est-ce que j'ai fait la mitzvah ou pas? Non, j'ai la mitzvah qui est déjà préparée, je l'achète. Celui qui fait l'Arnaza ce dimanche, il a reçu ça il a reçu, c'est un cadeau qu'on lui a fait, c'est pas qu'il a demandé d'écrire. Il y a même plus fort. C'est un tirage au sort. Je peux faire la mitzvah d'écrire en achetant une lettre et de ne pas acheter le Sefer. J'ai fait la mitzvah d'écrire, il n'y a pas de Sefer livré. Voilà, exactement. Donc en fait, la question, ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est que dans le Sefer Torah, il y aura une question particulière qui n'existe pas ailleurs. La réponse qu'il a donnée, c'est qu'il faut payer les 12 000 euros et qu'il prend son Sefer Torah. Évidemment, hein, mais il payera ses 12 000 euros, il ne peut pas se rétracter avant. Impossible, il ne peut pas se rétracter, il payera ses 12 000 euros. Donc, alors, ça veut dire que c'est un ouvrier, ça veut dire que c'est un employé, ça veut dire que voilà, il n'est pas considéré comme une commande chez un artisan. Mais attention, la Netivot et le Chazon Ish font dépendre cette halakha de la formulation de la commande. Uniquement si le client lui a dit fais-le et je te l'achèterai. Mais s'il demande à l'artisan de fabriquer pour lui un objet, l'artisan sera considéré comme son employé et l'acheteur devra le payer dès la fin de son travail. Il ne pourra pas lui dire essaye de le vendre et je couvrirai tes pertes. Donc la formulation est très importante. Comment tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit travaille et je te promets de te rémunérer, donc là c'est un travail qui est rémunéré, ou bien je lui dis voilà, fais-le, je l'achèterai. Dans ce cas-là, effectivement, c'est différent. C'est-à-dire que est-ce que je considère, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, et la halakha qui considère lui comme étant la plus vraie, la plus droite, c'est de dire c'est un employé, on ne peut pas se rétracter au milieu, il travaille pour moi, etc. Et très franchement, c'est un peu le sentiment que nous qui avons déjà commandé des Sefer Torah, on a vraiment l'impression que c'est autre chose qu'une bibliothèque qu'on te livre. Hein. Vraiment, c'est un lien qui se crée entre le sofer, celui qui, comme on disait, c'est vraiment, il y a une sorte de, c'est mon employé qui travaille pour moi, qui fait mon Sefer Torah, sauf évidemment si c'est un Sefer Torah qui est déjà pratiquement écrit, je lui dis voilà, juste écrire la dernière lettre et je l'achète, c'est différent. Mais dans le cas où vraiment, voilà, en général, c'est plutôt comme ça que c'est perçu. Mais si je lui ai fait comprendre que c'était juste un achat comme une bibliothèque qui m'est livrée, comme un artisan, comme une mezouza, dans ce cas-là, ça serait différent. Donc la formulation compte et aussi le côté de savoir est-ce que j'ai un din d'écrire moi-même. Et donc, si lui, il écrit pour moi, c'est donc un chaliar. Donc ça, c'est des sujets que...
Voilà, s'il a déjà écrit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est déjà écrit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le problème qu'il y a, c'est quel est le. Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans quel est le contexte? Il vient, un produit fini, il veut l'acheter. Bah voilà, tu l'achètes. Pour lui, c'est comme un sidour, en fait. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire? Là, ici, le problème, c'est qu'au départ, j'ai été attiré par son écriture, mais une fois que je vois mon Sefer Torah déroulé comme ça, je dis non, finalement, ça ne me plaît pas. C'est ça, surtout le matériel qu'il a acheté, c'était pour lui. Alors, le matériel acheté, effectivement, tu dis un parchemin, pourquoi j'ai acheté ce parchemin? C'est pour ton Sefer Torah. Pour lui, c'était pour cette personne. À qui appartenait le parchemin? À qui appartenait l'acheteur? Mais non, mais c'est comme les planches de l'artisan. Parce que c'est évident que tous les sophrines, ils considèrent que le parchemin appartient, parce que vous avez compris le problème. Si le parchemin brûle, si renverser sur le parchemin, si l'encre est déversée sur le parchemin, qui est chayav et qui est responsable? Non, mais dans ce cas-là, dans le cas cité ici, aider à signer un contrat stipulant que le parchemin acheté par Yuval appartiendrait au départ à Eddie. C'est l'hypothèse. Ça, c'est une des hypothèses, mais il y a d'autres hypothèses. Messieurs. D'accord, moi je ne suis pas dans ce scénario-là. Alors, pour arriver donc à une conclusion, pour que les choses restent claires dans la tête de tout le monde, d'abord, premièrement, vous avez toujours la possibilité de relire, parce que j'ai longuement expliqué, vous pouvez relire et comprendre, mais pour arriver à une conclusion claire, effectivement, dans le cas du Sefer Torah, il y a des réserves. Réserves sur la formulation au moment où je commande le Sefer Torah, donc est-ce que c'est sous la forme d'un employé ou plutôt d'un travail fait? Deuxième réserve, est-ce que je veux avoir un émissaire qui écrit à ma place parce que je considère que je veux écrire et donc c'est écrit à ma place? Et troisième réserve, est-ce que le matériel m'appartient déjà parce que je veux justement être beaucoup plus impliqué dans l'écriture, donc je veux déjà être propriétaire du matériel avant même de recevoir le Sefer Torah, puisque encore une fois, c'est un shaliach, c'est-à-dire un employé qui travaille à ma place. Et dans ce cas-là, c'est clair que c'est un employé et je ne peux pas me rétracter. Je l'ai employé, il a commencé le travail, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Moi, j'aimerais soumettre une petite variation du cas, et il y a des gens qui vont descendre pour terminer. Imaginons qu'il y a un intermédiaire entre l'acheteur, voilà, moi je suis là, je passe par l'intermédiaire en France qui lui va commander à quelqu'un d'autre. Imaginons dans ce cas-là, est-ce que ça change le dîme? C'est-à-dire que moi, j'ai payé 10 000 à cet intermédiaire qui, lui, après, sous-traite à un scribe en Israël. Moi, je pense que l'intermédiaire, il est juste là pour te faire découvrir, il fait un travail, l'intermédiaire de Shilour. C'est-à-dire, il te présente un employé qui sera Moi, c'est ce que j'ai vu dans souvent, c'est un sous-traitant. Et par exemple, sur les mezuzot, on dit voilà, je les ai commandés, j'ai un software que je connais, avec qui je travaille, j'en ai 2-3. Voilà. Je n'ai pas l'impression qu'il me fait un shiloh. Alors, très bien. Alors, dans le cas des mezuzot, tu as posé une bonne question, mais je te réponds tout de suite. Les mezuzot, très franchement, c'est rare que ça soit sous la forme d'un employé. Une mezouza, c'est toujours comme une bibliothèque, un objet fini. Et j'achète chez un sofer. Je n'achète souvent pas chez un sofer. J'achète chez, en fait, c'est un monsieur qui achète, un revendeur. Voilà. Il achète, il y a plein de sofrines qui lui font. Voilà, c'est un commerçant qui a acheté. Alors là, dans ce cas, le Sefer Torah, c'est différent. Tu vois. Le Sefer Torah, c'est toujours une relation entre. Qui est souvent pour les Nishmat ou pour. Voilà. Il y a vraiment une relation très forte qui se crée entre les deux. Ouais, mais pourtant, il n'a pas besoin de l'écrire. Il écrit l'Ishma. On sait qu'il écrit l'Ishma. Il faut qu'il ait une crainte du ciel et choses. Est-ce qu'il y a une intention à dire je le fais pour telle personne? Non, il n'y a pas de principe. Ce n'est pas dans la halakha quand on écrit un Sefer Torah de le faire. Alors, je ne suis pas tout à fait certain. Que si c'est le Nishmat qui n'est pas un plus, si au moment de l'écriture, il se dit je vais écrire les Ilou Nishmat, etc. Parce que je ne sais pas là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que le Ilou Nishmat, c'est sûrement au moment où on sort le Sefer Torah et qu'on le lit. Ça, c'est l'Ilou Nishmat, c'est sûr. Est-ce que le fait d'écrire l'Ilou Nishmat, ça pourrait être considéré comme une mitzvah, comme c'est une mitzvah d'écrire. Donc, cette écriture, l'Elon Nishmat, ça peut être un plus, franchement. Très franchement, oui. Okay. Donc, ça dépendra beaucoup de la formulation pour le Sefer Torah. Ce qui n'est pas le cas de la commande encore une fois, dans le commande de la bibliothèque, c'est pratiquement sûr que c'est pris comme une commande d'un objet. Et s'il y a une perte, on a dit qu'il y a Dina Degarmi, il n'y a pas de perte, alors dans ce cas-là, on ne lui doit rien. Et si c'est un employé, on ne peut pas se rétracter. Voilà, Rabotai, le résumé. Il va y avoir 7 personnes qui n'ont pas fait arbitre. Et quelqu'un qui a dit Leman Sitko, Yagdil, Torah,
Veyadi Yirkadish al Israël. Quelqu'un n'a pas personne d'obligation, Baruch Hashem.